Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. À propos du traité de paix. It's fake news. It's disgusting fake news. Le Hamas va-t-il accepter le plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza? J'ai bon espoir que nous obtiendrons une réponse positive. Il signe la fin du Hamas tel qu'on le connaît. You're gambling with World War III. Bon. Si, c'est vrai. Il va pourtant bien falloir aborder le sujet du traité de paix. Comme vous le savez, Bibi, vous aurez notre plein soutien pour que vous fassiez ce que vous avez à faire. Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, Israël terminera le travail. Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair. Si, c'est clair. Nous sommes en guerre. Alors nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre? Est-ce que nous serons en guerre encore plus à Gaza demain si le Hamas refuse le plan de paix de Donald J. Trump, approuvé par beaucoup de pays? Ça va de la Russie au Qatar, vous voyez, en ce moment. Donc c'est très intéressant. On va en parler avec le géopolitologue Michel Fayad, qui est spécialiste du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive enfin à quelque chose? Ou est-ce qu'on va continuer à se battre jusqu'au dernier Palestinien, ou jusqu'au dernier Israélien, ou jusqu'au dernier Moyen-Oriental? La guerre sans fin, comme en Ukraine, peut-être? Eh bien, on va prendre le temps d'en parler. On va aussi parler de ce qui s'est passé. L'association SOS Chrétiens d'Orient, qui défend les chrétiens d'Orient, comme son nom l'indique, a été perquisitionnée par la police. Oui, pendant 2 ou 3 jours, ils sont accusés d'un certain nombre de choses. On va recevoir Benjamin Blanchard, le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Pourquoi une association comme elle est perquisitionnée par la police? Il y a eu des plaintes, il y a eu quoi? On va en parler. Et puis après, évidemment, un certain nombre de perles et d'applaudissements et de bravos, etc. On va recevoir le traducteur et l'éditeur d'un livre tout à fait étonnant qui va provoquer d'énormes polémiques. Ça s'appelle le Q. Alors vous allez me dire Q, oui, comme la lettre Q. Mais Q, la plus grande opération de réinformation de l'histoire. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. C'est la guerre de l'ombre qui, aujourd'hui, elle a toujours existé. Depuis le Péloponnèse, depuis 3000 ans, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'informatique, c'est une guerre planétaire dans laquelle vous entendrez parler de Donald Trump, de l'Arabie Saoudite, de Clinton, de Soros. C'est une construction tout à fait fascinante. On va en parler à partir de 13h. Donc, restez avec nous, attachez vos ceintures, ça va tanguer. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le fait du jour, vous voulez dire les méfaits du jour ou la solution du jour. Pourquoi? Parce que hier, Donald Trump, le président des États-Unis, a présenté en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York une nouvelle initiative, ce qu'il a appelé le Board of Peace, le bureau de la paix, pour mettre fin à ce conflit séculaire depuis centenaires qui oppose Israël au monde arabe en général et aux Palestiniens en particulier, avec tout ce qui s'est passé à Gaza depuis 2 ans et plus. Alors voilà, un plan qui prévoit, je résume rapidement, censé répondre à la fois aux préoccupations israéliennes et à celles des pays du Moyen-Orient, prévoit un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération de tous les otages israéliens, un retrait total de l'armée israélienne ainsi qu'un afflux d'aide humanitaire. Washington propose également une nouvelle formule de gouvernance pour Gaza, excluant le Hamas et qui aurait donc l'autorité palestinienne. Alors il se passe ceci que très vite, un certain nombre de pays ont soutenu le plan de paix, ont dit oui, notamment, c'est intéressant, le Qatar, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, le plus grand pays musulman, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie et autres. C'est-à-dire apparemment un consensus assez quand même remarquable, puisqu'il inclut des gens qui jusqu'à présent n'étaient pas très enclins, en tout cas certains, à militer pour une paix. Alors, est-ce une paix ou un simulacre ou quoi? Bonjour Michel Fayad. Bonjour, vous allez bien? Mais ça va bien, et vous? On est content de vous avoir, toujours. Michel Fayad, vous êtes géopolitologue, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Alors, est-ce que bruit de bottes, ou au contraire, bruit de paix, je ne dirais pas de réconciliation, n'allons pas trop vite, mais d'une certaine paix? Écoutez, malheureusement, hier, le djihad islamique a annoncé son refus de
du plan. Et là, ce matin, la BBC nous annonce que le Hamas aussi rejette le plan. Donc, il semble qu'on s'oriente malheureusement vers un rejet du plan et donc une guerre totale dans la bande de Gaza contre le Hamas. Oui, surtout Michel Fayad, surtout que Trump a été très explicite. Il a dit que si dans les 72 heures, le Hamas refuse, Israël, avec notre plein appui, fera ce qu'il doit faire, textuellement. Exactement, ouais. Absolument. Et mais en fait, pour le Hamas, quand même, c'était une défaite totale qui lui était proposée, c'est-à-dire il devait être désarmé, il devait libérer tous les otages, il devait être exclu de la gouvernance de la bande de Gaza, et donc il a choisi de se sauver, plutôt, entre guillemets, plutôt que d'aider la population civile. Et donc il a sacrifié une nouvelle fois la population civile au profit de ses propres intérêts. Ce plan était quand même assez intéressant parce que, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron proposait, eh bien, il mettait en avant le désarmement du Hamas, la libération des otages et une gouvernance donc qui n'excluait pas seulement le Hamas, mais comme vous l'avez annoncé au début de vos propos, l'exclusion aussi de l'autorité palestinienne actuelle dans la gouvernance de la bande de Gaza. Ah oui, autorité palestinienne exclue. Elle était censée être exclue. D'accord. Absolument. Dans la proposition de Donald Trump, c'est le cas, et même Benjamin Netanyahou, à côté de Donald Trump, a insisté sur ce point. Et c'était quand même quelque chose d'important à relever parce que les gens oublient que le 7 octobre, il n'y avait pas que le Hamas qui a massacré les Juifs. Il y avait également donc le djihad islamique, mais aussi les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa appartiennent au Fatah, qui appartient à l'OLP et qui est dirigé donc par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, l'interlocuteur d'Emmanuel Macron dans la reconnaissance de l'État palestinien, sans condition de désarmer le Hamas et sans condition de libérer les otages. Oui, mais alors Michel Fayad, on ne comprend pas très bien, moi je veux bien encore une fois, sans du tout prendre parti, mais objectivement, si on regarde froidement les choses, le Hamas a choisi quoi? Le suicide, il dit plutôt se suicider, plutôt se faire massacrer, comme ça on fera encore plus de martyrs. On est encore dans la logique du martyr. Plus on fait de martyrs, plus on gagne. C'est un peu ça. Oui, c'est la culture de la mort. Ils sont apocalyptiques et ils ont aussi en tête ce qui s'est passé au Liban en 1982, c'est-à-dire que quand le Fatah a été expulsé du Liban, eh bien lui-même, le Hamas, a pu petit à petit voir le jour. Donc le Hamas se dit, si on est exclu de la bande de Gaza, si on est expulsé de la bande de Gaza, eh bien une nouvelle organisation prendra le relais et à notre place. Et donc pour eux, il y a donc cet aspect à la fois complètement idéologique, religieux, fou, c'est-à-dire, comme vous le disiez, suicidaire, apocalyptique, la culture de la mort, et il y a le côté pragmatique qui est, on a vu ce qui s'est passé avec le Fatah en 82 au Liban, et ce qui nous a permis à nous, Hamas, de nous développer. On ne veut pas laisser la place à des organisations qui prendraient notre place. Alors, ça veut dire que si effectivement, on espère toujours qu'il y aura un revirement, mais peut-être pas, si donc la guerre totale continue et même s'accentue à Gaza, et les Israéliens, effectivement, vont jusqu'au bout contre le Hamas, ça va évidemment, est-ce qu'ils comptent toujours? Ils disent oui, mais l'opinion publique, sinon mondiale, en tout cas une bonne partie, est pour nous. Les Israéliens, on va continuer à traiter de génocidaires, et de toute façon, c'est bon pour nous, même si on perd encore des milliers d'hommes, de femmes ou d'enfants. Vous avez parfaitement raison. En réalité, ce qui se passe depuis 1982 et au moment de Sabra et Shatila jusqu'à aujourd'hui, c'est la stratégie du pogrom médiatique, c'est-à-dire de créer une guerre d'information et de propagande contre Israël pour retourner tous les qualificatifs contre Israël et de se poser uniquement eux comme victimes. Et donc cela s'est accentué dès le 8 octobre 2023, parce qu'il faut quand même se rappeler que la première fois depuis le 7 octobre qu'on entend les mots de génocide et de famine date depuis le 8 octobre 2023. Le lendemain. Le lendemain. Ce qui signifie que les Israéliens sont vraiment mauvais s'ils voulaient vraiment faire ce génocide, cette famine. Force est de constater que quasiment 2 ans après, ils n'y ont pas tellement réussi. Parce que s'il y a eu 60 000 ou 65 000 morts d'après le Hamas, et sans distinguer civils et militaires, et écoutez, ça veut dire que
vraiment, les Israéliens ne sont pas doués dans leur stratégie. Enfin, oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Parce que, ayant la maîtrise totale des airs, non mais je vais dire, vraiment, encore une fois, il faut quand même constater quelque chose. Est-ce que les Américains, quand ils ont envoyé une certaine bombe à Hiroshima et Nagasaki, ont prévenu la population japonaise de quitter la ville? Est-ce que à Dresde, ou en Irak, ou ailleurs, ou à Sétif, est-ce que les Français ou les Alliés ont prévenu les Allemands de Dresde ou ailleurs qu'il fallait quitter la ville, etc. etc. C'est vrai que s'ils sont des génocidaires, ils sont très mauvais, en tout cas ils sont nuls. Mais je voudrais autre chose, quand même il y a une chose intéressante. Et qu'est-ce que ça traduit, Michel Fayad? M'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Le Qatar qu'on présente comme le financier du Hamas, etc. depuis longtemps. La Jordanie, bon, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Pakistan, je parle là des pays musulmans, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Vous avez là 6 pays, et pas des moindres, qui soutiennent le plan de paix de Trump. Je ne parle pas de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Russie. Voilà, la France a compris que ça n'allait pas se passer comme ça se passait plutôt peut-être par le plan de Trump que par la reconnaissance de l'État palestinien. Mais quand même que ces 6 pays musulmans, dont certains sont extrêmement importants, dont un à l'arme atomique, et puis l'autre considéré comme financier, c'est quand même, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de, je dirais pas un revirement politique, mais un acte politique intéressant peut-être pour l'avenir? Ah non, mais effectivement, c'était très intéressant et c'était quelque chose qui était vraiment c'était la meilleure proposition qui a été faite depuis assez longtemps, en fait, depuis 2001. Effectivement, ça avait beaucoup plus de chances d'aboutir que la proposition d'Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose aussi qui est important à dire, c'est-à-dire que d'un côté, la proposition de Donald Trump ne parle pas de reconnaissance d'un État palestinien, et celle d'Emmanuel Macron passait par la reconnaissance d'un État palestinien. Oui. Mais il faut quand même comprendre quelque chose. La bande de Gaza et la Cisjordanie, quand bien même tous ces deux territoires seraient donnés complètement aux Palestiniens, ne seraient pas viables malgré tout. Et c'est pour cela que depuis les années 80, dans toutes les propositions de paix qui se sont succédées, il y a toujours eu une sorte d'union avec la Jordanie, soit sous forme de fédération, soit sous forme de confédération. À partir du moment où vous ne comptez pas l'équation jordanienne dans la résolution du conflit israélo-palestinien, c'est que, en réalité, le projet qui est poursuivi, c'est la destruction de l'État d'Israël. D'ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez sur le Qatar. Lorsqu'Emmanuel Macron a reconnu l'État de la Palestine et est descendu pour saluer les différents chefs d'État, devant l'émir du Qatar, il a salué le président autoproclamé de la Syrie, Joulani, qui lui, et vous savez, il est à la fois président autoproclamé de la Syrie, mais il est également chef de son organisation terroriste qui s'appelle Hayat Tahrir el-Sham, et qui se traduit en français par Organisation de la libération du Levant. Mais qu'est-ce que signifie l'Organisation de la libération du Levant, si ce n'est la destruction de l'État d'Israël et la destruction du Liban? En réalité, c'est la conquête par les islamistes, les terroristes, à la fois d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de tout ce territoire-là. Et Emmanuel Macron a serré des 2 mains le Joulani sous les yeux très heureux de l'émir du Qatar. Et donc, le vrai plan qui est suivi par le Qatar, et Emmanuel Macron est tombé dans le piège, c'est la destruction de l'État d'Israël par l'exclusion en réalité de l'équation jordanienne de la résolution. Mais Michel Fayad, attendez, oui d'accord, mais si le Qatar, l'Indonésie, le Pakistan soutiennent le plan Trump, vous l'avez explicité, on en a parlé du plan Trump, qui ne prévoit pas spécialement un État palestinien, qui prévoit toutes les clauses que vous avez dit, donc le Qatar, en principe, en tout cas en pratique, adhère, même s'il y a la politique derrière, on sait bien, adhère à ces clauses. Donc il y a quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, la Syrie n'a évidemment pas signé, ni les autres, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui les engage, même si tout le monde peut changer d'avis? Je veux dire, le Qatar dit oui, nous sommes d'accord, pas le Hamas que nous avons financé pendant des années, pas l'autorité palestinienne, pas ceci, pas cela. En tout cas, ils avalisent ce plan. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, non?
Bien sûr, comme je l'ai dit, effectivement, ce plan est le meilleur qui a été mis sur la table depuis 2001. Oui, mais que simplement... le Qatar signe ça, c'est ça. Vous croyez c'est pour la montre ou pourquoi? Pourquoi le Qatar signe ça, à la limite? Il pourrait dire, écoutez, nous, on s'abstient. Le Qatar signe parce qu'il veut maintenir une bonne relation avec Donald Trump, continuer à la développer. Pareil pour la Turquie, pareil pour les autres pays. Mais il faut bien comprendre que vous savez, ces pays arabes et musulmans, ce qui est également l'Iran et autres, ont financé ces organisations palestiniennes, mais parfois ont changé d'organisation. C'est-à-dire qu'à la base, le Hamas était financé par l'Arabie Saoudite et l'Iran. Puis ensuite, l'Arabie Saoudite a cessé de le financer, c'est devenu le Qatar. C'est-à-dire que c'est changeant. Aujourd'hui, le Qatar est prêt à disons, changer si vous voulez, de poulain, que ce soit plus le Hamas, mais que ce soit une nouvelle organisation. En réalité, le but de ces idéologies qui sont au pouvoir en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et même en Turquie, c'est quand même l'islamisme qui vise en réalité à faire disparaître l'État d'Israël, à jeter les Juifs à la mer. Ça ne changera pas. Il faut quand même les gens qui nous disent oui, le Hamas est islamiste, mais le Fatah ne l'est pas. C'est ne rien connaître à l'histoire, parce que quand le Fatah a été créé, à sa tête, il y avait non seulement Yasser Arafat, mais il y avait, et vous les connaissez vous-même, Abu Iyad, Abu Jihad. Et Abu Iyad, Abu Jihad étaient deux membres des frères musulmans qui n'ont quitté les frères musulmans que pour une seule raison, c'était pour obtenir le financement soviétique. Parce que vous savez très bien qu'en termes marketing, lever de l'argent sur l'idée de la libération de la Palestine, ça rapportait plus par rapport à l'URSS que de dire on va créer un califat islamique mondial. Oui, bien sûr. Donc, mais en termes d'idéologie, il ne change pas. Et c'est aujourd'hui ce que font les pays arabes du Golfe. Et il y a une chose que je voulais dire sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui est extrêmement important sur ce qu'ont subi les Palestiniens à Gaza et Dresde et tout ça. Et vous et moi, nous avons vécu au Liban. Et au Liban, il y a eu 67 kilos d'explosifs qui sont tombés sur la tête des chrétiens à Ashrafiyeh, le quartier est de Beyrouth. Aujourd'hui, d'après les pro-palestiniens, il y aurait 18 kilos d'explosifs tombant sur les personnes dans la bande de Gaza. Ce qui signifie que s'il y a un génocide aujourd'hui dans la bande de Gaza, comment est-ce qu'on peut qualifier ce qui s'est passé dans le quartier est de Beyrouth pendant 15 ans? Oui, on peut en tout cas poser la question. Mais alors, Michel Fayad, dernière question. C'est une analyse effectivement qui frappe par sa cohérence. Mais dernière question. Alors, est-ce que ce plan Trump, à l'heure où on parle, tout peut bouger, tout bouge, est-ce qu'il a du plomb dans l'aile ou il peut encore, effectivement, dans un délai assez court, avoir force de loi, à votre avis? Aujourd'hui, il a du plomb dans l'aile, mais tout est possible. C'est-à-dire que les pays arabes du Golfe ont une arme très importante qui est l'argent. Et donc, ils pourraient verser une somme importante aux dirigeants du Hamas pour finalement accepter le plan. Donc la question de l'argent ne doit pas être exclue du raisonnement, même si aujourd'hui, après le refus officiel du djihad islamique et le refus apparemment d'après la BBC du Hamas, il y a quand même du plomb dans l'aile. Oui. Et donc, écoutez, qui vivra verra. On espère que ce sera la vie qui l'emporte sur la mort, ou sur le culte de la mort, en tout cas. Merci, Michel Fayad, et à bientôt. Bientôt. André Berkoff. Alors, ils sont accusés, ils sont perquisitionnés, ils sont accusés de complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Syrie. Qui ça? Eh bien, vous les connaissez, on les a reçus à plusieurs reprises. Et je les ai, moi, suivis en Syrie, et je sais ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Donc, investigation menée depuis fin 2020. Mardi et jeudi dernier, plusieurs opérations de perquisition au sein d'associations, dont l'association française SOS Chrétiens d'Orient, de sociétés au domicile de particuliers, auditions en qualité de témoins, etc. Voilà, c'est le parquet national antiterroriste qui a mené cela. Alors c'est mené par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, je dis bien crimes contre l'humanité. Et contre la haine. N'oubliez pas la fin parce que c'est très important. Contre la haine. Oui, c'est son titre officiel, André. Ah, c'est intéressant. Contre l'humanité et contre la haine. Contre la haine. Ah oui, c'est... alors, il y a les génocides et les crimes de guerre, voilà. Charles de Meyer, président de l'association, a confirmé les perquisitions. Alors, Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui s'est passé, Armé? Ils sont venus, alors d'abord, les perquisitions.
Vous avez été averti? Non, bien sûr, c'est les perquisitions au petit matin. Donc, mardi matin, chez moi, à 7h, j'ai été réveillé. En plus, j'ai le sommeil un peu lourd. Donc, je crois que tout le palier a été réveillé avant que je n'entende la sonnerie. Et puis, il y avait 4 gendarmes, fort aimables d'ailleurs, de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et contre la haine, qui étaient là, qui ont perquisitionné. Alors, chez moi, il n'y a pas grand-chose, donc... ils sont pas restés très longtemps. Pas attardés, oui. Et puis après, il y a eu une audition. Et puis pendant ce temps, ils étaient allés chez d'autres collègues, chez le président. Et puis au siège de l'association. Et puis après, on l'a appris plus tard chez des prestataires aussi, qui sûrement sont hautement complices de crimes contre l'humanité, comme le courtier en assurance ou l'imprimeur. Ou l'agence de marketing qui envoie les lettres. Ils vous ont pas mis en garde à vue ou quoi que ce soit. Ils ont simplement perquisitionné. Alors, maintenant, racontez-nous l'histoire, parce qu'on ne la connaît pas bien, et je pense que nos éditeurs ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça remonte à 2020, c'est bien ça? C'est ça, puisque dans ma convocation pour l'audition, il était dit, puis au début de l'audition, on m'a dit que c'était pour des faits éventuels qui auraient été commis entre le 16 octobre 2013, donc qui est la date de création de l'association, le dépôt au journal officiel, et une date de fin novembre 2020, j'ai oublié la date exacte. Ah oui, 7 ans, quoi. Voilà, ouais. Et en fait, bizarre, donc fin novembre 2020, j'imagine, c'est le début de l'enquête, donc c'est pour ça qu'il s'arrête à cette date, et ça correspond peu ou prou aux dates de publication des 3 articles de Mediapart. Qui disaient quoi, ces articles de Mediapart? C'était une grande enquête en 3 volets qui disait d'une part que nous pourrions être financés ou financés. Alors, c'était pas très clair. Est-ce que c'est nous qui recevions de l'argent ou est-ce que c'est nous qui en donnions? Financer accent aigu S ou financer ER. Voilà, au régime de Bachar el-Assad. Ça, c'était le premier article. Le deuxième, c'était que dans le village de Maloula, souvenez-vous, ce petit village chrétien où on parle encore araméen, qui avait été attaqué par des groupes djihadistes qui, à l'époque, étaient considérés comme terroristes. Maintenant, je ne sais pas trop où on en est. Eh bien, on nous reprochait d'avoir donné écho au récit du régime, qui était, en fait, simplement, on avait donné la parole aux habitants, et il se trouve que en l'espèce, les habitants disaient à peu près la même chose que le gouvernement syrien de l'époque. Mais voilà. Et le troisième point, c'est là ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe aujourd'hui. Le troisième article disait que dans les villes de Mardès, Kalbiye, donc des villes chrétiennes du nord-ouest de la Syrie, qui étaient aussi pareil sur la ligne de front, avec face à eux des groupes qui à l'époque étaient aussi considérés comme terroristes. Maintenant, je ne sais pas. Que nous aurions été coupables de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité avec les milices locales défendant le régime de Bachar el-Assad. Ces villes. En fait, c'était les milices locales qui défendaient les villes, donc évidemment du comté de Bachar el-Assad. Il faut préciser, pour être complet, que le deuxième article se terminait par un encart qui s'appelait Boîte Noire, qui disait, je cite, cette enquête en 3 volets a reçu le soutien financier de Money Trade et European Cross-Border Grants, programme de journalismfund.eu, qui sont des fondations européennes basées aux Pays-Bas et qui ont l'air d'être plus ou moins dans la galaxie. Financé par qui? On le sait ou pas? C'est pas très clair, mais c'est la galaxie Soros, quoi. Voilà. D'accord, oui. Le nom de Soros me paraissait assez logique dans cette histoire. Mais au-delà de ça, alors, quand même... Et donc, suite à ces articles, une enquête préliminaire a été ouverte, dont nous n'avons pas été informés. Le parquet, nous n'en savions rien, et 2 ans plus tard, pendant la campagne présidentielle, un article de Mediapart qui visait Éric Zemmour, mais qui parlait de nous pour atteindre Éric Zemmour, simplement parce qu'il y avait pas mal d'anciens volontaires qui auraient été dans sa campagne, mais on n'a pas de lien plus particulièrement avec lui qu'avec un autre. Mais c'était pour l'atteindre lui, visiblement, disant qu'il avait pris des gens qui étaient partis avec SOS Chrétien d'Orient, association qui était visée par une enquête du parquet antiterrorisme pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc c'est comme ça que nous l'avons appris, et nous avions des échos de gens qui étaient interrogés ici et là, que cette enquête était toujours en cours. Jusqu'à cette perquisition. Et donc, il y a quelques jours, là, tout de suite, vous avez été perquisitionné. Mais, attendez, complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est quand même, c'est pas rien, c'est très grave. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochent quand on dit ça? On dit combien? Et vous donnez des exemples, et dit voilà, vous avez fait ça et ça et ça, on vous soupçonne en tout cas d'avoir fait telle ou telle chose, parce que dire complicité, crime de guerre contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on vous a dit en fait, concrètement? Alors André, on m'a dit au début de l'audition, on m'a cité pourquoi j'étais là, donc 3 chefs, je vais vous lire, désolé, c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Le premier, complicité de crimes contre l'humanité autre que le génocide.
D'accord. C'est aimable. Vous n'êtes pas un génocidaire encore. Acte commis en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, complicité de crimes de guerre, traitement humiliant et dégradant sur personne de la partie adverse, portant gravement atteinte à son intégrité physique ou psychique. Troisièmement, complicité de crimes de guerre, lancement d'attaques délibérées contre des civils. Donc, on me dit ça au début de l'audition, et ensuite j'ai passé 3 heures en audition, et bien vous me croirez ou non, j'ai pas eu une question sur le sujet. C'est pas possible, ça. Attendez, attendez. Ils vous disent pas. Donc, si je comprends bien, parce que si j'écoute vos chefs d'accusation, SOS Chrétien d'Orient se serait livré à des exactions, à des voies de fait, à, je ne sais pas, des tamassages, des... En tout cas, en étant complice. Mais le problème, c'est que... Mais complice comment, justement, c'est intéressant. On ne sait pas. Ils vous ont... Pendant ces 3 heures, vous avez demandé des précisions, j'imagine. Oui, mais... Ils vous ont dit quoi? Rien? Non, rien du tout. Ah bon? Rien du tout, et pareil pour mes collègues. Alors ils ont saisi une quantité astronomique de factures. Alors c'est bien, tout est documenté au siège. Donc je pense qu'ils vont devoir chercher longtemps avant de trouver les factures de Kalachnikov et de chars, parce qu'il n'y en a pas. Ah, là, je vous donne un scoop. André Berkoff, vous n'avez pas acheté d'armes. Oui, mais alors vous avez des couteaux, vous n'avez pas des masses, vous n'avez pas des machettes. Non, rien de tout ça. Mais donc en tout cas, ils ont pris beaucoup de factures. Il va falloir analyser. Ça va prendre sûrement beaucoup de temps. Ils continuent à interroger des gens. Voilà, en tout cas des moyens considérables. On a une centaine de gendarmes au moins qui étaient affectés. Une centaine de gendarmes pour pour examiner. Non, pour les perquisitions en même temps. C'est allé jusqu'en Belgique. Le président Charles de Meyer habite en Belgique, donc ils sont allés une opération internationale, une opération de grande envergure pour un cas très grave en fait. Centaines de policiers, oui, c'est quand même pas rien. Mais donc, ils ont, voilà, aux locaux de l'association Courbevoie, Société Arny-Vilaine, locaux en Essonne, d'après France Info, etc. Ouais, à Courbevoie, pour être très précis, c'est le courtier en assurance. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on veut trouver chez le courtier en assurance? J'avoue que je suis très surpris. Je suis très surpris. Mais alors, dites-moi, vous avez quand même, c'était en 2020, donc il y a 5 ans, les articles de Mediapart, c'était, à votre avis, quand même, pourquoi ils vous visaient à vous? Je veux dire, c'était parce que, justement, Bachar el-Assad, vous n'étiez pas contre le régime, mais vous êtes là pour vous occuper des chrétiens d'Orient, vous n'êtes pas là pour défendre un régime. Oui, je précise que nous travaillons toujours en Syrie, exactement comme nous travaillions sous le régime précédent. En fait, voilà, nous, vous ça êtes nous occupe toujours pas. là sous Joulani, comme vous étiez là sous Bachar el-Assad. C'est votre problème n'est pas là. Mais à votre avis, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est embêtant de défendre les chrétiens d'Orient ou quoi? Oui, puis peut-être que c'est embêtant que des gens qui ont été investis plutôt à droite, patriotes, fassent de l'humanitaire. C'est sûrement un domaine réservé, comme le journalisme, peut-être. Oui, enfin, heureusement que ce ne sera jamais le cas. Et au fond, ça a été, à l'époque, en 2020, Benjamin Blanchard, ça a été relayé par la presse et les médias. Les articles de Mediapart ont été relayés ou pas tellement? Pas tellement, ça semblait quand même un peu gros. Et puis, non, ça n'avait pas été trop relayé. L'article de 2022, en pleine campagne présidentielle, avait eu plus d'écho. Ça, c'est sûr. Et puis, nous avions répondu un peu en amont des articles, puisque nous avions reçu un véritable interrogatoire de police de la part de Mediapart. Et donc, nous avions répondu par voie de communiqué de presse et que nous leur avions adressé par exploit d'huissier pour être bien sûr qu'il l'ait reçu. Nous avions répondu à toutes les questions, sauf celle à caractère politique, parce que nous estimions, et nous estimons toujours, que nous n'avons pas à nous justifier de nos engagements passés ou présents, et que c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Et donc nous avions répondu extrêmement clairement sur toutes les questions financières, sur les projets, sur l'association, etc. Mais je l'assume tout à fait, nous n'avons répondu à aucune question d'ordre politique, parce que d'une part, nous ne sommes jamais cachés, nous avons toujours parlé sous nos noms, sous nos vrais noms. Vous n'êtes pas des anonymes. Voilà, moi j'ai eu différents engagements sous mon nom et je les assume totalement. Il suffit de taper mon nom sur Google, mais je n'ai pas à m'en justifier auprès de Mediapart. Ils n'ont pas l'autorité morale pour cela. Mais alors, Benjamin Blanchard, quand même une question qui se pose, pourquoi maintenant ? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé de nouveau par rapport à 2020 pour qu'on fasse une perquisition maintenant? C'est quoi? C'est le parquet national antiterroriste s'est réveillé maintenant? Pourquoi
Aujourd'hui, pour être très précis, ils n'ont jamais cessé. Il y avait plusieurs convocations. Depuis 2020. Jamais auprès de nous, mais de gens, de proches, d'anciens volontaires, parfois de témoins. Entre guillemets, des témoins, c'est des gens qui sont actifs sur Twitter, X, anciennement Twitter. Mais jamais auprès de vous, SOS Chrétien d'Orient. Jamais auprès de nous, et qui sont des spécialistes de la Syrie, dont certains qui n'ont jamais mis les pieds en Syrie, d'ailleurs. Si vous saviez le nombre de spécialistes de pays qui n'ont jamais mis les pieds dans les pays où ils parlent du matin au soir à la télévision, on passerait l'émission. Et donc ils étaient cités comme témoins pour cette enquête, c'est bizarre. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi, vous ne voyez pas pourquoi ça reprend aujourd'hui. Non, mais je sais pas, c'est peut-être l'avancée normale de l'enquête. Alors on pourrait dire, si on était confiant dans les institutions républicaines, dans la justice, que ça permettra de faire toute lumière sur le sujet, de nous innocenter. Je suis pas d'un naturel très optimiste en général, et là peut-être encore moins. D'autant que pas plus tard qu'hier, une de mes collègues qui était convoquée s'est vue dire par le gendarme de l'Office contre les crimes contre l'humanité et contre la haine que ça pouvait durer très longtemps et qu'ils étaient encore en cours sur des cas de la Seconde Guerre mondiale. Ah ben voilà qui augure d'un avenir radieux. Oui, voilà. C'est intéressant. Et pas de la Première Guerre, non, ils sont pas encore. Je sais pas s'il y a encore des survivants. Mais une chose, qu'est-ce que vous risquez ? Je veux dire, actuellement, si mettons l'enquête continue, on porte plainte. Qu'est-ce que vous risquez ? Je veux dire, juridiquement risqué. Je veux dire, j'espère que, évidemment, que vous serez lavé de tout soupçon. Mais à supposer, juridiquement, est-ce qu'on porte plainte contre vous aujourd'hui ou pas ? Alors ça, nous ne savons pas si l'enquête. Vous ne savez même pas s'il y a plainte contre vous. Si l'enquête a été ouverte suite à une plainte d'une organisation, notamment une qui s'appelle Pro-Justice. Vous ne savez pas ça ? Non, soit une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national antiterroriste. Au début, je penchais plutôt pour la première solution, mais là, en fait, depuis la semaine dernière, je pencherais plutôt pour la seconde, au vu des dates qui sont vraiment juste après les articles de Mediapart. Ouais. Donc Mediapart écrit un article, le parquet se saisit. Toute ressemblance avec d'autres affaires serait purement fortuite. Et est-ce que vous, alors bon, vous allez suivre ça, vous êtes les premiers évidemment intéressés. Attendez, André, suivre, c'est quand même un peu difficile puisque comme il s'agit d'une enquête préliminaire, l'avocat n'a pas accès au dossier. Ah oui. Donc on peut rien suivre du tout. Ah oui, votre avocat n'a pas accès au dossier. Non. Donc il doit attendre. Pourquoi ? Il aura accès au dossier quand ? Il paraît, alors parce que c'est un peu particulier pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, peut-être dans 1 an, mais c'est pas sûr du tout. C'est extraordinaire quand même. Non mais je veux dire, j'ai confiance, comme on dit, dans la justice de mon pays, mais que ce soit vous, quelqu'un d'autre, quelle association, on vient, on vous perquisitionne. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Oui, on dit voilà, vous avez été telle chose. Quand vous demandez des précisions, on vous répond pas. Mais deuxièmement et surtout, est-ce qu'il y a plainte ? Vous ne savez pas. Troisièmement, est-ce que à un moment donné, ça passe devant quel ou tel tribunal ? Évidemment, on a le temps. Et donc, ce que vous dites, je répète parce que c'est intéressant, ça peut arriver à n'importe quelle association. Je veux bien. Alors, il y en a qui sont coupables ou pas, mais donc, on vous dit, ça peut encore prendre 1 an. Ça pouvait on pouvait dans 6 mois être reperquisitionné. Je sais pas, ils ont tout pris, donc je sais pas ce qu'ils pourraient trouver d'autre, mais en tout cas, ça peut durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, quoi. Là, ce qu'ils nous disent, c'est que ça peut durer 50 ans. Oui, si on fait référence à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est génial, on vit après pendant des décennies avec l'étiquette possiblement coupable de crime de guerre et de crime contre l'humanité. C'est génial. Colle le sceau de l'infamie quand même, quelque part. Ça vous empêchera pas de continuer à travailler. Nous espérons, si notre communauté, si nos membres, nos volontaires continuent à croire en la cause que nous servons et en nos actions, et bon, il n'y a pas de raison. Je pense que depuis 5 ans, ils ont appris à être assez imperméables à ce genre de pression et de calomnie, mais bon, on verra, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Oui, non, bien sûr, c'est intéressant, voilà, écoutez, on prend son temps, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend son temps partout, oui, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans. En tout cas, moi, je suis rassuré, les moyens de l'État sont bien utilisés. Oui. Il paraît que la police et la justice manquent de moyens. En tout cas, là, les moyens sont là, donc nous voilà rassurés. Une centaine de policiers, il y avait des interprètes pour traduire, des traducteurs pour traduire en arabe, de l'arabe, etc. Et qui dit que la justice ne fonctionne pas par manque de moyens ? Regardez, c'est formidable. Après, évidemment... Et puis j'ai appris qu'il y avait un office contre la haine.
Oui, un office central, contre la haine. Non mais attendez, c'est lié au crime contre l'humanité. Oui, c'est ça. C'est l'office central contre les crimes contre l'humanité et contre la haine. Très bien. C'est un office de gendarmerie qui est dans le 20e arrondissement. On va créer un office central pour l'amour. Peut-être ça donnera une autre précision. Merci Benjamin Blanchard. Vous en serez le président alors. Ça, avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite en tout cas de continuer dans ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est ça l'important, et vous faites du très bon travail. Je le dis, j'en ai été témoin. Merci André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. 318, André, savez-vous à quoi correspond ce chiffre ? Alors, pas du tout. Eh bien, malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça correspond. C'est le nombre de jours de détention de Boualem Sansal en Algérie. Et maintenant, 8351. Vous savez ce que c'est ? Alors, pas non plus. Vous savez pas non plus ? Mais lisez votre fiche. Ce sont le nombre de visas étudiants qui ont été délivrés à des ressortissants algériens pour la rentrée 2025. 1 millier de plus qu'en 2024. Oui, alors c'est très intéressant. Pourquoi on vous parle de ça ? D'abord parce que on voudrait vous parler, reparler et toujours parler de Boualem Sansal. Il est toujours entre l'hôpital et la prison, en Algérie. Il est toujours retenu. Il y a aussi, je rappelle, un journaliste français, Christophe Glaise, qui est toujours également détenu. Alors il y a eu des associations, il y a toujours des protestations, il y a tout cela, mais rien. Rien. Vous avez remarqué, rien. On a dit, oui, vous allez voir, on va faire de la diplomatie, c'est par la diplomatie qu'on va obtenir des choses, etc. Boualem Sansal, grand écrivain, grand bonhomme, un humaniste, etc. Eh ben non, il est retenu, il est jugé pour traîtrise envers son pays, à propos du Sahara, etc. Et c'est intéressant parce que le gouvernement français a fait preuve vraiment de ce que j'appelle, comment on peut appeler ça, une espèce de passivité joviale, de faiblesse euphorique, qui consiste à dire non, mais c'est vrai, non, c'est scandaleux ce qui arrive à Boualem Sansal, c'est scandaleux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut rien faire. En revanche, on peut effectivement donner 8351 visas étudiants ont été délivrés à des ressortissants algériens, en 2025 pour la rentrée, 1 millier de plus qu'en 2024. On peut ne rien faire sur les privilèges accordés depuis 1968 à l'Algérie, vraiment un certain nombre du problème des laissez-passer consulaires, du problème de l'entrée en France, du problème du travail en France, etc. Oui, non, on ne bouge pas, mais attention, on n'en pense pas moins. En revanche, l'Algérie, dans son hymne national, ajoute un couplet tout à fait anti-français qui n'existait pas pendant des années, mais là, il est là. Et que, par exemple, c'est très intéressant, les symboles. Les symboles est bien là aussi pour cette rentrée, en même temps que nous accueillons, nous, 1 millier d'étudiants de plus, et c'est très bien qu'en 2024, accueillir des étudiants, on n'est pas contre. Sauf que, pour cette rentrée universitaire, le gouvernement algérien a choisi de diminuer le nombre de cours de français dispensés dans les universités de médecine et de pharmacie au profit de l'anglais, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que en réponse à garder Boualem Sansal depuis pratiquement, ça va faire 1 an bientôt, de garder Christophe Glaise, le journaliste français, nous, l'Algérie dit, écoutez, non seulement on les garde, mais on vous dit ce qu'on vous dit. Je ne peux pas prononcer les mots, mais vous les savez. Voilà, le français, non, c'est plus intéressant. On le remplace par l'anglais. De toute façon, les Français ont été d'horribles colonialistes. Les saluts, ils n'ont rien fait en Algérie. On sait, pendant 130 ans, il n'y a pas eu une construction, il n'y a pas eu une route, il n'y a pas eu un hôpital, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'école, etc. Non. Tout ça, c'était du colonialisme lamentable, visqueux. Et nous, donc, nous n'avons qu'à répondre par le mépris à ces petites et timides protestations de nos diplomates, de notre ministre des Affaires étrangères, de notre président de la République qui dit oui, on n'est pas d'accord, puisque
en fait, comme a dit Emmanuel Macron, c'est vrai que nous avons commis, dit-il, je cite les paroles d'Emmanuel Macron, nous avons commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Algérie, donc frappons-nous la coulpe, évidemment, fouettons-nous, c'est notre faute, c'est notre très grande faute, et oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est comme ça, et on va continuer comme ça, c'est merveilleux, ça s'appelle le masochisme à visage humain, c'est très pratiqué sous nos latitudes, vous voyez. Voilà, cher Maud. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et puis à la veille de la sortie en salle du nouveau film Sacré-Cœur, sa production s'est vue confrontée à un refus plus ou moins inattendu. Oui, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, dans le métro, dans les trains, dans les gares, etc., il y a énormément d'affiches publicitaires et la société qui s'occupe de ça s'appelle Média Transport. Alors, Média Transport, c'est la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP. Eh bien, ce film s'appelle Sacré-Cœur. Voilà, c'est un film, effectivement, qui parle de la foi, qui parle de tout cela. Eh bien, Média Transport a dit non. Non. On peut avoir des films, effectivement, sur un certain nombre de problèmes à propos de LGBT, des migrants, tout ça, c'est très bien. Et nous sommes pour, hein. Et nous sommes pour. En revanche, vous, Sacré-Cœur. Ah non, Sacré-Cœur, c'est quoi? Ça va pas, Sacré-Cœur. Eh bien, le film sort, donc, il est sorti aujourd'hui, pardon. Il sort aujourd'hui, 1er octobre. Il est distribué dans plus de 150 salles. Donc, il sort du sortie nationale. Hein. 150 salles, c'est déjà pas mal. Eh bien, pas de visibilité, aucune visibilité dans les réseaux de transport public. Le réalisateur ne cache pas son amertume, voilà, certains nous ont sorti de devis exorbitant, totalement inabordables à nos petits niveaux, voilà. Donc là, non, on peut le faire, l'exorcisme, Conjuring et tout ça. Alors Jésus, non, c'est qui Jésus? C'est quoi Jésus? Non. Vous n'avez pas commencé à nous faire des films pour bagarre, non, voilà. Voilà ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Média Transport, régie publicitaire, SNCF et RATP. Voilà, vous ne verrez pas les affiches de Sacré-Cœur, mais c'est vrai, quelle idée de faire un film sur la chrétienté, quand même, quelle idée, en France. C'est complètement aberrant, bien sûr. N'est-ce pas? Et on peut même ajouter, André, qu'il y a quelques années, c'est le livre de Jordan Bardella qui avait su un refus de Média Transport alors qu'un contrat avait été signé entre Fayard et la société J'adore ces sociétés de services publics qui font 2 poids, 2 mesures, mais même 10 poids, 10 mesures. L'émission continue.